Alors, qu'est-ce que la connaissance? Nous allons commencer par la séance 1, ce sera donc une suite de séances qui abordera la connaissance dans l'enseignement, mais aussi la gestion de la connaissance à travers des outils numériques. Alors, pourquoi apprendre ce qu'est la connaissance? Pourquoi est-ce important de connaître ceci? Parce que tout système d'enseignement ou des gestions repose sur une conception implicite de ce qu'est la connaissance. Si vous pensez que la connaissance est un simple stock d'informations transférables, vous concevrez des cours magistraux ou des bases de données. Mais si vous comprenez qu'une grande partie de ce qui rend une personne compétente est tacite, contextuelle et intuitive, vous inventerez des dispositifs collaboratifs, des simulations, des entretiens d'experts ou des systèmes d'IA capables de raisonner en logique floue. Donc cette séance va poser les fondements philosophiques et cognitifs que les modules suivants mobiliseront pour concevoir des d'apprentissage intelligent. Alors pour le sommaire détaillé, en chapitre 1, nous allons voir les grandes formes de connaissance humaine. En chapitre 2, nous allons voir l'analyse classique de la connaissance. En chapitre 3, nous étudierons les savoir-faire, la connaissance blanche et les connaissances tacites. Enfin, chapitre 4, l'implication pour l'enseignement et la gestion des connaissances. Bien sûr, ce sera suivi d'exercices d'application de réflexion et nous ferons donc une synthèse en 10 points et les références comme d'habitude. Donc nous commençons par le chapitre 1 sur les grandes formes de connaissances humaines. Donc la connaissance humaine ne se limite pas à l'accumulation de faits vérifiables ou à la possession de données brutes. Elle se déploie selon des modes d'appropriation profondément hétérogènes qui correspondent à des formes distinctes d'engagement avec le monde. Elle apparaît d'abord sous la forme d'une relation directe et incarnée à autrui ou à des entités singulières, ce qu'on appelle la connaissance personnelle. Il ne s'agit pas ici de disposer d'informations sur une personne, mais de l'avoir rencontrée, de l'avoir reconnue, d'avoir vécu dans sa présence concrète lorsque l'on affirme « je connais un tel ». Elle se manifeste ensuite comme une affirmation portant sur l'état du monde, une proposition que l'on tient pour vraie sur la base de preuves ou d'autorités, ce qui constitue la connaissance propositionnelle. Par exemple, je sais que Paris est la capitale de la France. Enfin, elle réside dans l'action elle-même, sous la forme d'un savoir-faire opérationnel, d'une compétence qui déploie sans nécessiter une formulation explicite des règles qui la sous-tendent. C'est la connaissance procédurale, qui permet de nager, de jouer d'un instrument, de diagnostiquer une panne mécanique ou de modérer un débat conflictuel. Cette dernière forme de connaissance, la procédurale, est souvent implicite, résiste à la verbalisation et ne s'acquiert véritablement que par la pratique répétée, l'observation et le retour de cette observation. La distinction entre ces trois catégories n'est pas purement théorique. Elle a des conséquences directes pour la manière dont on conçoit l'enseignement, la formation professionnelle ou les systèmes de gestion des compétences, car chaque type de connaissance exige des méthodes spécifiques de transmission, d'évaluation et de préservation. Ignorer cette pluralité conduit à confondre l'apprentissage avec la simple mémorisation et à sous-estimer la dimension incarnée, contextuelle et intuitive de ce qui rend un individu véritablement compétent. Voyons en détail la connaissance procédurale. La connaissance procédurale se distingue fondamentalement des autres formes de connaissance par son caractère incarné et opératoire. Elle ne consiste pas à posséder des faits ou des propositions, mais à savoir agir avec compétence dans un contexte donné. Ce savoir-faire, qu'il s'agisse de conduire un véhicule, de poser un diagnostic médical ou d'ajuster un discours en fonction des réactions d'un public, repose sur des schémas perceptifs, moteurs et cognitifs intégrés au fil de l'expérience, souvent sans accès conscient à leurs règles sous-jacentes.
C'est précisément cette opacité à la verbalisation qui rend la transmission de la connaissance procédurale si complexe. Contrairement à la connaissance propositionnelle sur une proposition, qui peut être consignée dans un texte, un manuel ou une base de données, le savoir-faire exige l'immersion, la pratique répétée, l'observation de modèles et un retour immédiat. Cette distinction a des implications concrètes, tant pour la pédagogie que pour la gestion des compétences organisationnelles. Elle montre que la simple diffusion d'informations, aussi précise soit-elle, ne suffit jamais à former un praticien compétent. L'apprentissage véritable du savoir-faire suppose donc des dispositifs actifs, des simulations, des études de cas, des projets en situation réelle qui placent l'apprenant au cœur de l'action, là où la connaissance se révèle non comme une possession, mais comme une capacité à intervenir efficacement dans le monde. Donc dans le chapitre 2, nous allons voir l'analyse classique, la croyance vraie justifiée, Justified True Belief, JTB. La tradition philosophique occidentale a longtemps considéré que la connaissance pouvait être définie comme une croyance vraie et justifiée. Selon un modèle tripartite, ce modèle repose qu'un sujet, S, sait qu'une proposition P est vraie si trois conditions sont simultanément remplies. Première condition, le sujet doit croire que la proposition est vraie. Donc, le S doit croire que P existe. La deuxième proposition, c'est que la proposition P, la deuxième condition, la proposition P doit effectivement être vraie dans le monde. Donc, la première condition, le sujet doit croire que P existe, puisque P doit effectivement être vrai dans le monde. Et troisièmement, le sujet doit disposer d'une justification adéquate pour cette croyance. Il doit donc fournir une preuve de cette croyance. Ce cadre connu sous JTB, en anglais Justified True Belief, vise à distinguer la connaissance d'une simple opinion ou d'une croyance accidentellement vraie. Ainsi, si une personne affirme que le train part à 10 heures parce qu'elle a consulté l'horaire officiel affiché en gare et que le train, effectivement, part à 7 heures. On est en droit de dire qu'elle sait ce qu'elle affirme, car sa croyance repose sur une source fiable qui correspond à la réalité et elle y adhère consciemment. Ce modèle a structuré pendant des siècles la réflexion en recherche de sens épistémologique en proposant des critères clairs pour évaluer ce qui constitue un savoir digne de ce nom, en insistant sur la nécessité d'un lien rationnel entre ce que je crois et les faits qui rendent vrai ce que je crois. Cependant, bien que ce cadre paraisse intuitivement solide, il a été profondément remis en question au XXe siècle par des contre-exemples qui montrent que la conjonction de ces trois conditions ne suffit pas toujours à garantir la connaissance. Donc le modèle est-il suffisant ? Ce modèle classique de la connaissance comme croyance vraie justifiée, bien qu'intuitivement satisfaisant, s'est révélé insuffisant face au contre-exemple formulé par Edmund Gettier en 1963. Dans ces scénarios, un sujet possède une croyance qui est à la fois vraie et appuyée sur une justification apparemment solide. Et pourtant, il paraît manifeste que cette croyance ne constitue pas une connaissance au sens plein du terme. Ce paradoxe surgit parce que la vérité de la croyance, bien qu'elle coïncide avec les faits, ne découle pas de manière fiable de la justification invoquée. Celle-ci repose en réalité sur des prémices fausses ou sur des circonstances fortuites. Ainsi, même si les trois conditions traditionnelles, croyance, vérité et justification, sont formellement satisfaites, le lien entre la croyance et la réalité reste accidentel, ce qui empêche de qualifier cette croyance de connaissance. Ces cas ont profondément ébranlé l'entreprise classique d'analyse épistémologique et ont conduit à reconsidérer les fondements même de ce qu'est savoir
en exigeant des conditions supplémentaires ou en remettant en cause la possibilité même d'une réduction analytique de la connaissance à des éléments plus simples. Voyons le cas de Smith et les pièces. L'analyse traditionnelle de la connaissance comme croyance vraie justifiée se heurte à des cas où ces trois conditions sont remplies sans qu'il soit intuitivement acceptable de parler de connaissance. Un exemple célèbre formulé par Edmund Gettier en 1963 illustre cette difficulté. Smith est convaincu que l'homme qui obtiendra le poste possède 10 pièces dans sa poche. Il observe Jones, qu'il croit désigné pour le poste, et remarque que Jones a effectivement 10 pièces en poche. Sa croyance repose donc sur une justification apparemment solide. Or, c'est finalement Smith lui-même qui obtient le poste. Et il se trouve, sans le savoir, qu'il a aussi 10 pièces dans sa poche. Ainsi, la proposition « l'homme qui a 10 pièces dans sa poche obtiendra le poste » est vraie. Smith y croit et il dispose d'une justification. Pourtant, cette justification est fondée sur une fausse supposition, à savoir que Jones sera retenu et la vérité de la croyance ne découle pas de manière fiable de cette justification. Ce scénario montre que la conjonction de croyance, de vérité et de justification ne suffit pas à garantir la connaissance, car le lien entre justification et vérité peut être accidentel. De tels contre-exemples ont conduit à remettre en cause le modèle tripartite et à proposer des conditions supplémentaires, comme l'exigence que la justification soit robuste face à des scénarios proches ou que le sujet ait écarté les alternatives pertinentes. Cependant, ces révisions soulèvent à leur tour des problèmes de circularité ou d'indétermination, notamment lorsque la notion de proximité ou de pertinence est elle-même définie en termes épistémiques. Le cas de Smith et des pièces demeure ainsi un point de départ essentiel pour toute réflexion contemporaine sur la nature de la connaissance, en révélant que celle-ci implique non seulement une adéquation au réel, mais aussi une connexion fiable et non fortuite entre la croyance et les faits qui la rendent vraie. Les réponses de Gettier. Face au contre-exemple de Gettier, qui montre que la simple conjonction d'une croyance vraie et justifiée ne suffit pas à constituer la connaissance, plusieurs réponses ont été proposées pour renforcer ou repenser les conditions traditionnelles. L'une d'elles introduit la notion de sécurité. Pour qu'un sujet sache que P existe, que la proposition existe, il faut non seulement que sa croyance soit vraie dans le monde actuel, mais aussi qu'elle le demeure dans un ensemble suffisamment large de situations proches ou similaires. Autrement dit, le sujet ne se serait pas trompé dans les circonstances légèrement différentes. Une autre approche, dite des alternatives pertinentes, stipule qu'un sujet ne peut savoir que la proposition s'il n'a pas écarté les scénarios concurrents raisonnables qui rendraient donc cette proposition fausse. Ce ne sont pas toutes les possibilités logiques qui comptent, mais seulement celles qui sont pertinentes dans le contexte de la recherche de sens donné. Timothy Williamson a proposé une perspective radicalement différente en soutenant que la connaissance ne peut être analysée en termes plus fondamentaux, car elle constitue elle-même un état mental primitif et irréductible. Selon cette thèse de la connaissance en premier, ce n'est pas la connaissance qui se décompose en croyance, en vérité et en justification, mais au contraire, ces notions qui doivent être comprises à partir de la connaissance. Cette position renverse un projet classique d'analyse épistémologique et invite à envisager la connaissance non comme un composé, mais comme un concept de base à partir duquel d'autres notions peuvent être éclairées. Nous en arrivons donc au chapitre 3 sur le savoir-faire, la connaissance blanche et la connaissance tacite.
La distinction entre connaissance tacite et connaissance explicite repose sur la manière dont le savoir est formulé, transmis et mobilisé. La connaissance explicite est celle qui peut être clairement articulée, codifiée et communiquée à autrui à travers des supports tels que des textes, des schémas ou des instructions verbales. Elle est objective, systématisable et indépendante de son détenteur initial, comme dans le cas d'un manuel de programmation qui expose des règles et des procédures universellement applicables. À l'inverse, la connaissance tacite est incarnée. Elle est intuitive et profondément ancrée dans l'expérience personnelle. Elle échappe donc à la verbalisation et ne se manifeste pleinement que dans l'action, comme lorsqu'un professionnel interprète subtilement le ton de voix d'un client en colère, non par application d'une grille explicite, mais par une sensibilité forgée au fil des interactions. Cette forme de savoir est contextuelle, difficile à transférer en dehors des situations concrètes et souvent invisible même à celui qui la possède. Comme le souligne Michael Polanyi, nous savons plus que ce que nous pouvons dire. Ce qui signifie que l'essentiel de notre compétence pratique réside dans des schèmes cognitifs, perceptifs et moteurs non explicités. Cette dualité a des implications profondes, tant pour l'éducation, qui doit dépasser la simple transmission de contenu codifié, que pour la gestion des organisations, où la préservation du savoir tacite exige des dispositifs spécifiques d'observation, de narration et d'immersion, car ils constituent souvent la source la plus résistante de l'avantage concurrentiel. Donc allons plus loin avec la définition de la connaissance tacite. La connaissance tacite se manifeste comme un savoir-faire ou une intuition personnelle, profondément ancrée dans l'expérience vécue et difficile à traduire en règles explicites ou en formulations verbales précises. Elle ne se transmet pas par le seul exposé ou la lecture, mais émerge progressivement à travers l'immersion dans des contextes réels, la répétition d'actions, l'observation de modèles et le retour immédiat. Ce type de connaissance opère souvent de manière inconsciente. Le sujet agit avec compétence sans pouvoir toujours expliquer les principes qui guident ses décisions, comme lorsqu'un musicien ajuste subtilement son interprétation en fonction de l'acoustique d'une salle ou qu'un médecin perçoit une anomalie à peine perceptible dans un cliché radiologique. Parce qu'elle est contextuelle, parce qu'elle est incarnée et parce qu'elle est intimement liée à la pratique. La connaissance tacite résiste à la codification standardisée, ce qui en fait à la fois une ressource précieuse, source d'agilité et d'adaptation, et un défi majeur pour les systèmes éducatifs ou organisationnels qui visent à la préserver, la partager ou la formaliser. Voyons la connaissance blanche. Le concept de connaissance blanche désigne un type de savoir acquis de manière implicite, sans intention délibérée d'apprentissage, par le simple fait d'une immersion prolongée dans un environnement culturel, social ou linguistique. Ce savoir n'est généralement pas accessible à la conscience explicite de celui qui le détient. Il se manifeste dans l'usage, dans les jugements intuitifs ou dans les comportements, mais résiste à la formulation rationnelle. Ainsi, un locuteur natif d'une langue reconnaît instantanément si une phrase est grammaticalement correcte, non parce qu'il maîtrise les règles syntaxiques abstraites, mais parce que son oreille interne a intériorisé des schémas récurrents à travers l'exposition continue à la langue. Cette forme de connaissance, bien que codifiée, joue un rôle fondamental dans la compétence pratique, qu'il s'agisse de communication, de jugement social ou d'adaptation à des normes professionnelles non écrites. Elle illustre que ce qui permet à un individu de fonctionner efficacement dans un contexte donné ne repose pas uniquement sur des connaissances explicites ou enseignées, mais aussi sur un fond tacite, culturellement ancré, qui guide les décisions et les interprétations de manière quasi automatique. Cette connaissance blanche complète ainsi la distinction entre savoir-faire et savoir propositionnel, en mettant l'accent sur la dimension culturelle et contextuelle de ce qui reste souvent invisible à celui même qui en fait l'usage. Donc faisons la
Distinction entre la connaissance tacite et la connaissance explicite. La connaissance tacite est très ancrée. Elle est contextuelle, intuitive et transmise par l'exemple. Elle se loge dans l'expérience vécue, dépend fortement de la situation dans laquelle elle est mobilisée, échappe souvent à la formulation consciente et se transmet surtout par imitation, observation ou accompagnement. À l'inverse, la connaissance explicite est exprimée à peu près par acte, publiable, lisible, institutionnalisée, codifiée, invariante, transférable et encyclopédique. Elle se prête à la verbalisation, peut être consignée dans des documents, diffusée indépendamment de son auteur initial et intégrée dans des systèmes formels tels que les bases de données, des manuels ou des programmes d'enseignement. Cette opposition n'est pas binaire, mais fonctionnelle. Elle permet de comprendre pourquoi certaines compétences résistent à la simple transmission orale ou écrite, et pourquoi les dispositifs pédagogiques ou organisationnels efficaces doivent articuler des moments de formalisation avec des espaces d'immersion, de pratique et d'interaction sociale. Ce doit donc être tacite, ce doit donc être explicite. Tacite pour le type de savoir qui est profondément incarné, explicite pour sa mobilité, sa reproductibilité de propriétés qui conditionnent leur mode de gestion, leur préservation et leur transmission. Donc ne pas confondre les données, l'information et la connaissance. Il est essentiel de ne pas confondre les notions de données, d'information et de connaissance, car elles correspondent à des niveaux distincts de traitement cognitif et opérationnel. Une donnée est un symbole brut, dépourvu de contexte ou de signification intrinsèque. Par exemple, le chiffre 37 n'indique rien en soi. Lorsqu'on lui attribue une référence sémantique, une référence de sens, comme la température est de 37 degrés centigrades, la donnée devient de l'information, c'est-à-dire une donnée dotée de sens grâce à une étiquette conceptuelle ou une unité de mesure. Cependant, ce n'est encore qu'une assertion descriptive. La connaissance apparaît lorsque cette information est mobilisée de manière pertinente dans un contexte spécifique. Savoir que 37 degrés centigrades correspond à la température corporelle normale d'un adulte, mais qu'elle constitue un signe de fièvre chez un nourrisson, suppose une capacité d'interprétation, de jugement et d'action fondée sur l'expérience, la formation ou la compréhension des normes physiologiques. Ainsi, la connaissance ne se limite pas par la possession d'informations, mais réside dans la capacité à les articuler, les contextualiser et les utiliser de façon adaptée. Cette hiérarchie données, information, connaissance est cruciale, tant pour la conception de systèmes d'information que pour la pédagogie, car elle souligne que transmettre des faits ne suffit pas, il faut cultiver chez l'apprenant la capacité à les transformer en jugement éclairé et en action compétente. Nous continuons sur le chapitre 4, sur l'implication pour l'enseignement et la gestion des connaissances. Enseigner à l'université ne se réduit pas à transmettre un savoir constitué, mais exige de le transformer pour le rendre accessible, pertinent et mobilisable par les étudiants. Ce processus, connu sous le nom de réduction didactique, ne consiste pas à appauvrir ou à simplifier de manière superficielle le contenu disciplinaire, mais à en extraire l'essentiel en fonction des objectifs d'apprentissage, du niveau des apprenants et du temps disponible. Il s'agit d'un acte de rigueur intellectuelle qui implique de distinguer ce qui est fondamental de ce qui est accessoire, de structurer les concepts de manière cohérente et de les ancrer dans des problématiques significatives. Or, une grande part du savoir expert, notamment dans les disciplines appliquées, est de nature tacite. Il réside dans des intuitions, des gestes professionnels, des jugements contextuels ou des schèmes de raisonnement difficiles à verbaliser. Face à cette dimension incarnée de la compétence, la seule exposition à des exposés ou à des textes explicites s'avère insuffisante.
L'enseignant doit alors concevoir des situations d'apprentissage actif, telles que des travaux pratiques, des études de cas, des simulations ou des projets, qui plongent les étudiants dans des contextes proches de la réalité professionnelle, où ils peuvent expérimenter, commettre des erreurs, recevoir un retour et progressivement intérioriser ces savoirs implicites. Ce faisant, l'enseignement cesse d'être une simple transmission pour devenir un accompagnement vers l'autonomie cognitive et pratique, conformément à l'idée que l'enseignement universitaire est un métier apprenable, fondé sur des compétences didactiques et aussi réflexives. En dehors de l'université, pour les organisations, dans les organisations, la connaissance tacite constitue un avantage concurrentiel durable. Précisément parce qu'elle échappe à la codification facile et à la reproduction mécanique. Contrairement aux savoirs explicites qui peuvent être documentés, transférés ou achetés, la connaissance tacite réside dans les gestes, les intuitions, les jugements contextuels et les schémas mentaux forgés par l'expérience. Elle ne peut être appropriée par un concurrent à travers l'analyse de manuels ou de bases de données, ce qui en fait une ressource stratégique difficile à imiter. Pour préserver et valoriser ce capital immatériel, les organisations doivent délibérément investir dans des dispositifs qui favorisent sa transmission, sa mise en forme et sa pérennisation. Cela passe d'abord par le soutien à des communautés de pratique, où les professionnels interagissent régulièrement, observent les uns des autres et s'approprient collectivement des savoir-faire par imitation et feedback. Un processus de socialisation qui convertit la connaissance tacite en d'autres formes de connaissance tacite. Ensuite, il est nécessaire de mobiliser des techniques qualitatives de capture, telles que les entretiens approfondis avec les experts, les protocoles de verbalisation en situation réelle ou la cartographie conceptuelle collaborative afin de rendre visible ce qui est resté implicite. Enfin, une fois partiellement externalisée, cette expertise peut être intégrée dans des systèmes experts qui formalisent les règles de décision, les heuristiques ou les diagnostics de l'humain via une base de connaissances et un moteur d'inférence. Ces systèmes ne remplacent pas l'expert, mais en prolongent la présence, en assurent la disponibilité continue et en protègent la perte due à la mobilité ou au départ des collaborateurs. Ainsi, la gestion stratégique de la connaissance tacite repose sur une combinaison équilibrée des processus sociaux, des méthodes d'explication et des outils technologiques, conformément à l'idée que la durabilité organisationnelle dépend moins de l'accumulation d'informations que de la capacité à transformer l'expérience individuelle en actif collectif. Voyons le cas de Xerox. L'expérience menée chez Xerox constitue un exemple emblématique de la valeur stratégique du savoir tacite dans les organisations industrielles. Les ingénieurs chargés d'optimiser les processus de maintenance ont observé que les techniciens sur le terrain ne suivaient pas strictement les procédures officielles décrites dans les manuels, mais faisaient régulièrement appel à des gestes empiriques, des ajustements intuitifs et des astuces pratiques, un rafistolage informel, mais hautement efficace, pour réparer les photocopieurs. Ce savoir-faire, acquis par l'expérience répétée et transmis oralement ou par imitation, n'était ni codifié ni reconnu officiellement, bien qu'il constituât une composante essentielle de la performance opérationnelle. Conscients de cette lacune, les responsables ont entrepris de le rendre visible en sollicitant les techniciens pour raconter leur méthode, en les filmant en situation réelle et en les incitant à expliquer leur jugement. Ces récits ont ensuite été organisés, structurés et intégrés dans une base de connaissances partagée, accessible à l'ensemble du personnel technique.
Ce processus d'externalisation a non seulement permis de préserver une expertise menacée par le départ à la retraite de nombreux collaborateurs, mais aussi d'améliorer la formation des nouveaux arrivants et de standardiser les bonnes pratiques sans étouffer l'ingéniosité locale. Cette étude de cas illustre que la connaissance la plus utile dans un contexte professionnel n'est pas toujours celle qui est la plus visible et que la gestion efficace du savoir implique de créer des espaces où l'expérience incarnée peut être verbalisée, valorisée et institutionnalisée. Eh bien, passons donc aux exercices d'application et de réflexion. Donc, dans la question de l'exercice 1, indiquez si les informations suivantes sont vraies ou fausses. La connaissance tacite peut être entièrement codifiée dans un manuel. Le modèle JTB est toujours suffisant pour définir la connaissance. Le savoir-faire est une forme de connaissance procédurale. La connaissance blanche est acquise consciemment par lecture. C'est à vous de savoir si toutes ces propositions sont vraies, fausses. Exercice 2. Identifier le tacite et l'explicite. Choisissez un savoir-faire professionnel. Enseigner, réparer une voiture, négocier un contrat. Lisez 3 éléments explicites qu'on peut écrire et listez 3 éléments tacites qu'on ne peut pas facilement expliquer. L'objectif, c'est appliquer la distinction entre tacite et explicite à un contexte réel. Exercice 3. Un entretien de départ. Un ingénieur senior quitte l'entreprise après 20 ans. Son rôle combinait expertise technique, gestion de crise et médiation avec les clients. Quel type de connaissances risque d'être perdu? Proposez 2 méthodes pour capturer cette connaissance et pourquoi un simple document PDF ne suffirait-il pas? Exercice 4. Une question ouverte. Si la connaissance tacite est si importante, pourquoi les universités continuent-elles à évaluer principalement la connaissance explicite via des examens écrits? Proposez une réforme pédagogique inspirée par les 2 documents sources. Nous en arrivons à la partie 5, synthèse et référence. Récapitulons donc en 10 points clés. Premier, la connaissance diffère de l'information et diffère de la donnée. 3 formes, elle est personnelle, elle est propositionnelle et elle est aussi procédurale. La croyance, c'est aussi la vérité, la justification, mais c'est insuffisant. La connaissance tacite est intuitive, contextuelle et incarnée. La connaissance explicite est codifiée, transmissible, publiable. La connaissance blanche est un savoir culturel inconscient. Le savoir-faire ne s'enseigne pas par exposé, mais par pratique. Les organisations perdent de la valeur quand elles ignorent le tacite. Les systèmes experts peuvent formaliser l'expertise, mais pas la créativité. Enseigner, enfin, c'est transformer le savoir, pas le transmettre. Sous une forme de schéma, nous avons donc la forme, la proposition, c'est savoir que, procédural, savoir-faire, personnel, ce que l'on a. Statut épistémologique, la critique par Guettier, donc c'est sécurité et des alternatives pertinentes à ce qui est réel, et les connaissances premières. Les modalités qui sont tacites, qui sont difficiles à codifier, et puis explicites, celles qui sont transmissibles. Enfin, l'application. La pédagogie, c'est la réduction didactique plus un apprentissage actif, et la gestion entreprise, c'est enregistrer, externaliser et des systèmes experts. Cette présentation est issue des références bibliographiques suivantes. La connaissance basique de l'apprentissage à l'université, la connaissance des systèmes
et sur Gettier, Polanyi, Nonaka, Williamson, qui ont été cités dans ces documents. Pour approfondir, nous vous conseillons Davenport, Meyer et Klafki. Merci de votre écoute.